C'est beau, hein? C'est beau, hein? Bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sommeillot.com. Je suis sûr que vous rêvez d'une salle pareille. Moi, ce dont je rêve, dans ce type de grand déballage, c'est des produits qu'on peut mettre à l'intérieur pour avoir justement l'image d'une salle cinéma, d'une petite salle cinéma comme ça, de 3, 6, 9 places. Et ces produits existent. Ils existent, on va en parler dans cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur les vidéoprojecteurs. Je suis super content avec en plus une marque que je trouve géniale. Il y en a plein de marques géniales, mais BenQ, je suis le cas quand même depuis un petit moment, depuis une dizaine d'années. On va parler d'un produit superbe. Venez avec moi, on va se bouger un petit peu et aller voir une autre salle. Justement là, juste un petit tour, vous voyez un petit peu à quel point cette salle est magnifique, parce que je vous dis qu'il y a un bel écran, mais l'écran qui est ici peut être totalement illuminé et animé par le produit qu'on va voir maintenant, qui n'est pas cher, vous avez vu dans le truc. Voilà, c'est là que ça se passe. Allô? Il y a quelqu'un? Mise en scène. Ah! Bonjour! On n'y va pas. Allez, à tout de suite! Waouh! Mais quelle intro! Mais quelle intro! Charles. Bonjour Pépé. Ça va, Charles? Bah, ça va bien, merci. Ouais. Je suis content que tu sois là, parce que ça m'évite de faire la vidéo tout seul, parce que quelquefois, moi, je suis en solitaire, tu vois, je suis là, oh là là, je raconte la vie, puis ils disent, ouais, oui, alors, tu fais quoi, Charles? Moi, je travaille chez BenQ. Je m'occupe des catégories, notamment vidéoprojection. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui, pour te voir, te présenter notre nouveau flagship. Donc, ça va être le navire amiral de la gamme, le W5800. Alors déjà, ça fait rêver. Alors, est-ce qu'on peut le déballer? Parce que du coup, on a fait une sorte de mise en scène. Parce qu'il est déjà pré-déballé. Il y a des fois où on triche, on est méchant. Là. Tu peux le déballer parce qu'on a prévu de vous épater dans cette vidéo. On a commencé dans la salle de cinéma déjà. Dans la salle de ciné et qu'on le mette déjà à côté de l'autre. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a une deuxième bestiole que les gens connaissent peut-être déjà bien. Celui-ci, qui est donc le W4000. Le 4000. Et vous avez le nouveau bestiau qui est là. Est-ce que vous avez déjà vu la différence de taille? On va justement positionner le produit, mais avant qu'on positionne, Charles, oui. Moi j'ai envie que tu repositionnes un tout petit peu ce qui est BenQ, qui est peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, BenQ, vous êtes une marque de vidéoprojecteurs? Alors, pas uniquement, en fait on est une marque asiatique, essentiellement à l'origine un industriel. Donc on a construit des usines pour fabriquer des produits. Notre ADN c'est l'image, et donc depuis le début on fabrique des vidéoprojecteurs, mais aussi des dalles LCD. On est 3e, 4e marque de fabrication de dalles LCD au monde. Et donc on fabrique aussi des moniteurs informatiques et des écrans de grande taille, affichage dynamique ou des écrans professionnels interactifs par exemple. Donc ça fait que vous êtes en secteur professionnel, donc en B2B, en B2C, donc secteur grand public, et en grand public vous avez ce type de produit. Exactement, exactement. Alors en fait, pour le professionnel, on va avoir des produits haute luminosité, avec des caractéristiques qui vont convenir pour des installations dans des salles de classe, dans des musées, dans des salles de réunion, des auditoriums ou autres. Ouais. Exactement. Et puis on a aussi une business unit dédiée home cinéma, avec dans l'équipe un gourou, Eric, qui est membre de toutes les organisations internationales pour tout ce qui va être colorimétrie. Il est capable de couper, alors pas un décibel en 4, mais un pixel en 4. Il a l'œil absolu. Et donc lui, il est capable de déterminer que tel ou tel vidéoprojecteur, il est bien réglé, il est calibré au quart de poil près. Je vais l'engager, lui. Hein, donc, c'est merveilleux. Alors là, avant qu'on attaque en parlant de cette nouvelle bestiole, qui me fascine par avance, mais il y a un truc qui me fascine également, c'est quand on prend le temps pour expliquer aux gens qui nous regardent ce qu'est réellement ce qu'on appelle le DLP, DMD. Il y en a qui appellent ça le DLP, le DMD c'est de la matrice. C'est quoi par rapport à d'autres choses que les gens connaissent peut-être un peu mieux, je ne sais pas, quand on parle de LCD ou autre, le DLP, DMD c'est quoi? Alors, c'est une technologie qui, à l'image du LCD ou du SXRD, est faite pour faire des images. Le principe, c'est, comme pour chaque vidéoprojecteur, d'avoir une source lumineuse qui va créer donc, de la lumière, et cette lumière, elle va être décomposée d'une manière ou d'une autre. En l'occurrence, pour le DLP, on va décomposer la lumière en 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu, et chacun de ces faisceaux va venir taper des micro-miroirs. Alors, une puce DLP, c'est plusieurs millions de miroirs qui sont côte à côte, et qui vont permettre comme ça de faire, qui en gros font les pixels. Voilà.
Et c'est allumé ou ouvert, c'est 0 ou 1, soit la lumière est réfléchie, soit elle n'est pas réfléchie. Et ça va créer l'image au final. Alors la matrice s'appelle le DMD, parce que c'est Texas Instruments. C'est ça. Et le processing, c'est le DLP, Digital Light Processing. C'est une technologie merveilleuse. Sur ce type de produit, on a donc une roue codeuse de couleurs. C'est ça? Alors, oui et non. Ah! Sur le W4000, on était sur une source lumineuse LED. Et donc là, on va utiliser des LED vertes, bleues et rouges qui, elles, vont s'allumer de manière séquentielle et qui vont créer donc, ce fameux codage couleur. Sur le W5008, on est sur un produit laser. Donc on change de technologie et cette fois-ci, on est sur un laser qui, au travers d'une roue phosphore, va produire une lumière blanche qui ensuite va être décomposée vert, bleu et rouge. Donc c'est une technologie qui est un petit peu différente pour le résultat qui est le même, c'est-à-dire qu'on va envoyer des flashs vert, bleu et rouge. C'est dingue. Alors on va parler maintenant de ce produit. Alors le tarif, je ne sais pas, on ne l'a pas donné encore. Accrochez-vous! Alors c'est un produit qu'on va trouver aux alentours de 5 000 € dans le commerce. Donc c'est le concurrent du Sony, quoi, en quelque sorte. Alors, Moi je le dis parce que là j'ai le droit, c'est le concurrent du Sony. C'est un produit qui se positionne effectivement dans le même univers de performance et de prix. Charles, alors un produit d'une telle dimension, toi tu le prédestines déjà, qu'on parle des choses basiques, à des pièces, enfin des écrans qui font quelle taille? Pour que les gens sachent si déjà ça peut leur correspondre. Alors ici, on est sur un produit qui a une particularité, c'est qu'on va être capable de restituer l'espace colorimétrique DCI-P3 sans filtre White Color Gamut. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas... C'est là déjà, tu vois. Attends, je refais. Alors vas-y, l'espace colorimétrique DCI-P3 White Color Gamut. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, ce produit, il est capable de restituer l'espace que vous allez trouver dans les cinémas de type Pathé, Gaumont, UGC dans l'intégralité de leur spectre colorimétrique. Et ça, sans ajouter de filtre, sans ajouter de traitement. Ce qui va permettre d'avoir une très bonne luminosité et en même temps un excellent équilibre des couleurs. De fait, un produit comme le W5800, il sera capable de restituer une image de 2 jusqu'à 300 pouces en respectant les standards THX par exemple. Ce que tu es en train de me dire, c'est que si par exemple moi j'ai envie d'ouvrir une salle de cinéma agréée et légale, je peux avoir une petite salle de cinéma et utiliser ce type de projecteur pour projeter sur un écran de 3 mètres, 4 mètres, je peux l'avoir et il est fidèle au cinéma numérique, donc le DCI-P3 avec le plein spectre colorimétrique. Exactement. C'est merveilleux. Déjà, ça pose le truc parce que c'est important quand on commence à parler, tu sais, Charles, de projecteurs qui sont à ce tarif parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des produits chez toi, entre autres qui sont à 1500, 2000 €, qui ont eu des tas d'awards, des tas de prix parce que BenQ, vous collectionnez quand même. On est assez effectivement plébiscité. Les récompenses. Et là, les gens peuvent se demander, mais là, si je fous plus, qu'est-ce que je vais avoir en plus, sachant que c'est la même marque, presque la même techno. Donc là, on est du laser. On est sur du laser, effectivement. Avec un projecteur qui est cinéma. Alors c'est un projecteur qui est vraiment cinéma. Par exemple, c'est un vidéoprojecteur qui n'est pas doté de haut-parleur. Ce n'est pas un projecteur d'appoint. C'est un projecteur pour une salle dédiée où on aura le système son qui est parfaitement adapté. On se parlait de la qualité cinéma chez Pathé, Gaumont, UGC, c'est Dolby Atmos. Bah, typiquement sur un produit comme celui-ci, on a une sortie HDMI qui va être capable de faire passer ce signal et cette qualité audio. C'est-à-dire qu'on va avoir une sortie eARC qui va permettre de faire passer du Dolby Atmos. Comme les téléviseurs. Comme les téléviseurs. Alors, dis-moi des petites choses concernant ce produit. Alors, justement, tu parlais de cinéma. Les gens, il y a des choses qu'ils ont bien en tête. HDR. Oui, HDR10+. 10+, donc le système Samsung. Et alors, la question, Dolby Vision? Non. Pourquoi? Alors, Dolby Vision, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les standards Dolby Vision, à l'origine, il y avait un certain nombre de niveaux d'excellence qu'un vidéoprojecteur n'est pas capable de restituer. Merci. Quel que soit le vidéoprojecteur. Merci. Et alors, ça peut être aussi une histoire simplement de gros sous, hein, de payer la licence, mais si on n'est pas capable de le faire, on ne le fait pas chez BenQ. Parce que, pour revenir à ça, parce qu'on est là pour parler entre nous, et c'est vrai que les gens qui nous regardent sont passionnés. Moi, j'avais beaucoup parlé avec les gens de Dolby à San Francisco, qui disaient, voilà, les projecteurs grand public, leur mettre du Dolby Vision, c'est compliqué. Il y a déjà l'histoire de la salle de cinéma qui doit être avec certains types de réflexion par réflexion. On ne peut pas balancer le Dolby Vision n'importe où, n'importe comment. C'était leur vision. C'est exactement ça. C'était ça, et entre-temps, ils ont craqué avec certaines marques en disant, on en met quand même, mais je sais qu'à la base, ils sont un peu réticents à le faire. Et c'est pour ça, et encore une fois, quand un projecteur est capable de faire vraiment bien du HDR, c'est déjà merveilleux. Alors justement, pour faire bien, vous avez un processeur et un cerveau, c'est vous? Alors oui, en fait, on a, et ça c'était déjà le cas sur les W4000, on a inauguré une génération de vidéoprojecteurs qui intègrent des processeurs de télé. Donc avec des capacités de calcul qui sont démultipliées par rapport aux précédentes générations de vidéoprojecteurs. Ça permet les compatibilités, par exemple HDR10, HDR10+. Ça permet d'optimiser aussi tout ce qui va être compensation de mouvement. Ça va permettre aussi d'optimiser le mapping couleur. C'est-à-dire que sur un produit comme celui-ci, on va avoir une analyse image par image,
c'est le HDR10+, mais on va aussi avoir une découpe de l'image en 1000 blocs, et chacun de ces blocs va être analysé spécifiquement, et on va ajuster la courbe de gamma, c'est un peu technique, mais c'est l'intensité de la lumière pour mieux gérer le contraste intra-image. Et ça en temps réel. Et ça en temps réel. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à chaque fois quand on parle de ça, parce qu'on parle de processing, on n'est pas avec une latence, c'est-à-dire que l'image est gérée en temps réel. Les 8 millions de pixels qui se pointent en 4K sont en temps réel. Il y a l'upscale bien sûr dessus qui est intégré avec votre système. Oui. C'est-à-dire qu'on peut rentrer un signal qui est qualité DVD ou 1080p, et hop, le projecteur va l'amener directement en Ultra HD 4K. La matrice, c'est Texas? C'est une matrice Texas Instruments, mais il n'y a que Texas Instruments qui aujourd'hui propose des matrices DMD, et c'est le spécialiste du sujet. Nous, on est 100% DLP. Donc l'intégralité des vidéoprojecteurs BenQ ont travaillé génération après génération à optimiser cette technologie. Donc la matrice n'est pas 4K, sinon le produit coûterait 25 000 €. Exactement. Ben oui, parce qu'il faut quand même le savoir. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle une wobulation. C'est traité par votre système. Alors autour de tout ça, est-ce que tu me parles un petit peu de la puissance et de l'optique? C'est important pour les gens. Est-ce que tu as un zoom, tu as quelle focale pour que les gens sachent la taille de mon écran, mon recul, Charles nous dit pas tout et tout. Alors la puissance du laser? Donc, la puissance du laser, c'est 2600 ampsilumens. Donc ça permet déjà d'avoir une énorme pêche lumineuse. On peut le dire. Ensuite, et là ton point est hyper intéressant, c'est que cette lumière, il faut la faire transiter au travers d'optiques. On est sur des optiques 100% en verre. D'où le tarif, c'est important également. Le tarif, ce sont des optiques qui sont complètement optimisées pour la 4K, évidemment. Mais ce qu'on a ajouté sur un W5800, qu'on n'avait pas par exemple sur un W4000, c'est une motorisation intégrale de l'optique. C'est-à-dire qu'avec la télécommande, vous allez pouvoir régler le lens shift, donc le décalage horizontal et vertical de l'image. Si d'aventure le vidéoprojecteur n'est pas pile en face de l'écran, vous allez pouvoir l'ajuster. On va pouvoir ajuster aussi le zoom. Justement, tu as quel type de zoom dessus? On a un zoom x1,6. Donc en termes de ratio, on va être sur du 1,5 et jusqu'à 2,4. C'est confortable. Et on a aussi donc, le focus motorisé. Donc on fait tout à la télécommande. Donc tout est manuel, il n'y a pas une gestion automatique du trapèze ou un truc comme ça. Les gens donc appuient sur la télécommande. Alors, oui, sur ce type de produits qui sont des produits d'installation, on fait ça à la main pour être vraiment parfaitement précis. C'est vrai que tout ce qui va être système automatisé, c'est plutôt sur des petits produits qu'on travaille d'une pièce à une autre, avec une tolérance en termes de précision du trapèze ou du focus. Un produit comme celui-ci, dans l'absolu, on ne devrait pas avoir de correction de trapèze. Alors, elle existe, mais compte tenu de la course de lens shift, on a une telle latitude en termes de positionnement qu'on n'a pas besoin de faire intervenir des traitements logiciels supplémentaires pour le corriger. Donc le lens shift, c'est quand tout le bloc optique bouge. Voilà, c'est qu'il est capable de faire ça et ça, parce qu'il y avait une sorte de travail numérique qui peut être fait, mais là c'est un peu moins élégant, tandis que là c'est toute l'optique qui bouge. C'est-à-dire qu'en fait la correction de trapèze, c'est une correction logicielle où on va désactiver des pixels, donc on va réduire la résolution. Sur un produit comme celui-ci, on se doit d'avoir l'excellence de la résolution, donc on est sur de la 4K, on va a priori éviter au maximum de la dégrader. Oui, parce que là, on part sur un produit quand même qui est haut de gamme, on ne va pas se mentir, un truc qui est laser, enfin un truc. Cette chose incroyable, cette bestiole, cette luciole de l'Ouest qui est donc laser avec donc du DLP-DMD. Alors imagine demain matin, moi j'ai envie de prendre le produit, oh là là, il me plaît bien le produit de Charles, il coûte une blinde, mais le garçon a l'air sympathique. Qu'est-ce que je fais si je suis un gamer? Je peux quand même faire un petit peu de jeu ou je suis super limité? Alors tu seras limité parce que c'est un produit qui est avant tout dédié au home cinéma. Donc on ne va pas retrouver des performances comme sur d'autres produits où on va avoir du 4 millisecondes à 240 Hz. Ce produit-là, il n'est pas fait pour ça. Donc si on veut utiliser une console, on aura une très belle image. Ce sera peut-être plus adapté. C'est du 60 Hz maximum. Hein. C'est du 60 Hz maximum. Qu'on sache, hein, c'est 60. Projecteur, c'est souvent 60, il faut aller vers des produits qui sont directement dédiés gaming, hein, donc des choses, des marques qui font du gaming. Il y en a, mais là, c'est un produit cinéma, on est d'accord. Ouais, sachant qu'en plus, dans l'univers du DLP, aujourd'hui, il n'y a pas de puce 120 Hz. Donc quand on se parle de vidéoprojecteur DLP, on ne sera jamais capable d'afficher du 120 Hz à l'heure actuelle. Ça va changer. Merci. La technologie ne cesse d'évoluer. Mais ces produits-là, ils sont faits pour faire du home cinéma, avant tout. Et donc, effectivement, on a des sources cinéma qui sont en 4K, 24 ou 60 Hz ou 50, ça ne va jamais au-delà. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de besoin, et puis surtout, il n'y a pas de technologie capable de le faire. Charles, ça se passe bien, tu dis des trucs super importants. Tu me parles un petit peu plus du traitement image, comment tu gères la colorimétrie, le noir, comment on peut gérer ça. Tu as des trucs que c'est important pour les gens parce qu'une grande partie de la qualité d'un téléviseur ou ça, c'est le traitement de l'image. C'est clair. Là, on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que
BenQ a été la première marque à intégrer des processeurs de télé dans les vidéoprojecteurs pour démultiplier la puissance de calcul. Cette puissance de calcul, elle va servir à quoi? Elle va servir à travailler sur la compensation de mouvement, pour avoir les images qui soient les plus naturelles possibles, si tant est qu'on l'ait envie. Parce que si on veut une image saccadée comme au cinéma, il n'y a pas de problème. On ne va pas engager le débat là-dessus, parce que tu sais que les gens, quand tu leur dis ça, c'est vrai que la plupart des gens, on parle encore entre nous, ils vont au cinéma. Ils sont en écran géant de 24 mètres et tout. L'image est en 24 images par seconde, quelquefois doublée en 48. Enfin, c'est une question de petit rateur. Et les gens sortent du cinéma, ils ne font pas tellement de réflexion sur le fait qu'en effet, l'image n'est pas du gaming en 60 images par seconde. Il y a toujours des petites saccades sur des travelling. Quand ils sont au cinéma, ils l'acceptent. Quand ils reviennent à la maison et que c'est toujours en 24 images par seconde, oui, alors ça ne va pas du tout, on va mettre des compensations de mouvement. Donc, il y a toujours une limite entre les deux. Oui, mais alors, là, je me permets de t'interrompre parce qu'en fait, ces vidéoprojecteurs, la plupart d'entre eux sont optimisés pour diffuser du 60 Hz, on l'a évoqué tout à l'heure. Passer de 24 à 60, il n'y a pas de martingale qui permette de le faire correctement. Donc on va créer de la saccade. On crée de la saccade. Et donc c'est là où intervient justement la capacité de calcul et l'intelligence qu'on met dans le vidéoprojecteur pour retrouver une image la plus fluide possible. Et cette fluidité... Sans artefact. Sans artefact. Sans qu'il y ait des... Et cette fluidité, elle peut prendre plusieurs niveaux. Garder la séquence du cinéma à 24 images par seconde, ou ajouter des images intermédiaires qu'on aurait recalculées intelligemment pour amener plus de fluidité. Ça, c'est ce que fait une des fonctionnalités du processeur. Après, il y a une autre notion qu'il faut avoir en tête, c'est la fidélité par rapport à la source originale. Cette fidélité, c'est par exemple gérer correctement l'échelle des grilles. Alors, on a parlé d'HDR10+, donc de la dynamique de l'image. Dans un vidéoprojecteur comme le W5800, on va travailler 2 fois. Une première fois, on va travailler sur la moyenne de luminosité de l'image. Donc là, on va créer une image moyenne. Et ensuite, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, la possibilité de couper l'image en 1000 blocs pour optimiser le contraste de manière localisée. Sachant que sur les téléviseurs aujourd'hui, on a des micro-LED, on a des écrans OLED qui sont capables de s'allumer et de s'éteindre. Parce que le micro-LED, au prix où ça coûte, on n'en a pas beaucoup. Hein. En tout cas, on est capable de gérer le rétroéclairage. 1000 € le pouce. Ce qui n'est pas possible sur un vidéoprojecteur. Non. Et du coup, encore une fois, on va travailler sur le calcul, sur l'optimisation de l'image pour avoir le maximum de dynamique intra-image. Moi, j'ai tout compris et c'est très clair. Et je te dis encore une fois, c'est bien parce que je t'ai lancé exprès pour qu'on arrive sur ce débat parce que c'est important, c'est des questions que les gens se posent entre la vision du cinéma et ce que peut faire un produit comme ça. On attend vraiment quelque chose de domestique, presque aménagé par rapport à ce qu'on a. C'est pour ça que dans ces produits-là, tu trouves une fonction, par exemple, dans les modes d'image qui s'appelle le Filmmaker Mode. Ce Filmmaker Mode, aussi, comme sur les télés, le principe, c'est de respecter un cahier des charges qui vous garantit que ce produit, il va restituer une image qui ne sera pas trafiquée et donc qui sera la plus fidèle possible à l'intention du réalisateur. Et là, typiquement, si on regarde un film avec des vampires où ils ont la peau bleue, ils auront la peau bleue. Si, à l'inverse, tu diffuses un film qui se passe dans les Caraïbes avec des gens bronzés, ils seront bronzés. Et on n'aura pas de vampires bronzés ou de bronzés bleus. Parce que le Filmmaker Mode, son rôle de base, c'est de déconnecter les circuits qui peuvent, entre guillemets, je vais être vulgaire, qui peuvent foutre la merde. Exactement. Parce que c'est surpasse un mode, entre guillemets, neutre, c'est-à-dire qu'on prend un signal et on le touche le moins possible, y compris dans la cadence. Hein. On essaye de garder l'intention du réalisateur et c'est ce que font ces projecteurs, parce que c'est le but de la manœuvre. C'est comme ces projecteurs cinéma, tu as le choix, en effet, de rajouter des images pour avoir des choses différentes et corriger, soit tu mets un mode filmmaker. Et voilà, mais il y a des gens qui n'aiment pas le mode filmmaker. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est peut-être que le mode filmmaker, il marche à condition que le produit soit correctement calibré. Ouais. Ce vidéoprojecteur, il est calibré en usine 3 fois. Il est fourni avec un rapport individuel de calibration. Donc là, on garantit que le produit, il est parfaitement optimisé pour être utilisé dans une salle obscure. Avant que le consommateur fasse n'importe quoi avec. Et qu'il l'utilise, par exemple, dans une pièce où il a des murs roses. Mais, et ça c'est une nouveauté aussi, BenQ va proposer désormais un outil de calibration qui pourra mettre à disposition des utilisateurs pour recalibrer le produit en fonction de l'environnement lumineux. Alors ça ne se fait pas tout seul, il faudra avoir une sonde de calibration. Ou alors tu fais venir un professionnel, tu dis voilà, ça coûte un peu d'argent mais tu le fais calibrer. En fait on ouvre le champ des possibles. Voilà. C'est ça qui est merveilleux. On parle un petit peu justement d'un truc important parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi et des gens qui me regardent, ils disent voilà, les projecteurs c'est sympa, mais la bestiole qui souffle au-dessus de ma tête façon voilà, dragon, parce que ça fait du bruit,
Tu ventiles un Oui. système pareil. La ventilation, c'est une brise ou c'est un ouragan qui ne va pas? Alors là, on est plutôt de l'ordre de la brise. Et parce qu'en fait, on a revu complètement le circuit de ventilation dans le vidéoprojecteur. Traditionnellement, on avait des vidéoprojecteurs qui soufflaient par devant ou par derrière. Ah oui. Et là, sur un produit comme le W5800, on a des ouïes d'aspiration en façade et à l'arrière. Et l'air chaud, il est expulsé sur les côtés. Donc on a optimisé en fait le flux d'air pour avoir des ventilateurs qui soient plus petits, mais tout aussi efficaces. Et donc si on a des ventilateurs plus petits, ben, nécessairement ils vont faire moins de bruit, et donc le produit sera plus discret. Par ailleurs, le fait d'avoir optimisé le flux d'air permet au vidéoprojecteur de moins chauffer, donc on a moins besoin de le ventiler. Et donc c'est un produit qui effectivement va être donné pour une puissance sonore de l'ordre de 28 décibels. Mais c'est rien. C'est extrêmement discret. Et tu as plusieurs modes, certainement. Tu as un mode peut-être plus puissant, parce que ça dépend aussi. Est-ce que tu peux moduler l'intensité également du laser, donc tu vas plus le refroidir. Donc ça, c'est le mode écho que tu es en train de me dire, et on peut pousser. Alors le mode standard, on va être aux alentours de 30 décibels, donc ça reste extrêmement discret. Alors dans ces produits, il y a aussi un mode haute altitude. Quand on va être à Val d'Isère, avec un air qui est beaucoup moins dense, on va faire tourner les ventilateurs plein pot, et là on sera à 40 décibels. C'est un cas qui est extrême. C'est particulier. Tu me parles un petit peu, pour terminer, parce qu'on a fait quand même le tour du produit, et c'est génial, les gens ils ont comme ça une vision. La connectique, c'est quoi? Tu as deux ports HDMI, parce que je vois pas. Tu as deux ports HDMI, dont un qui est compatible eARC. Et donc, on l'évoquait tout à l'heure avec la possibilité de sortir du son Dolby Atmos. On a aussi une connectique audio classique SPDIF, donc numérique optique. On a un port LAN qui va permettre de l'insérer dans un système d'automation par exemple. Un trigger pour faire descendre l'écran si d'aventure on en avait le besoin. Et puis on a aussi deux ports USB alors, qui vont avoir deux intérêts. Le premier, qui à mon avis se présentera assez peu souvent, c'est de connecter un disque dur ou une clé USB avec des films dessus. Donc, quand le vidéoprojecteur est installé au plafond, c'est pas très courant. Il y a personne qui fait ça autour de moi, mais why not? Si on peut, tant mieux. En tout cas, c'est possible, sachant que si on a un contenu encodé sur une clé USB avec un son Dolby Atmos, ça sortira par la sortie HDMI, et donc on le récupère. Je peux pas lutter. Non, mais surtout, le point qui est important, je pense, c'est la possibilité de mettre à jour à domicile le vidéoprojecteur via le port USB. Mais quand tu es en réseau, il peut le faire en réseau, peut-être, non? Il peut le faire en réseau, il peut le faire aussi via USB. Alors, il y a un truc que je n'ai pas vu devant moi, et je dis, mais c'est par la force de l'esprit. Il y a une télécommande vendue avec, ou c'est uniquement Alors, il y a une télécommande. Elle est dans le carton, mais on a fait... bien les grands déballages. Vous prévoyez rien chez BenQ. On a fait le grand déballage. Vous posez le produit et... On a fait le grand déballage qu'à moitié. Mais on est comme ça. Effectivement. Alors, quand on ouvre le carton, on va trouver une télécommande discrète, mais quand même... Ah, mais elle est rétroéclairée, elle est toute moche, mais toute sympa. Elle est rétroéclairée, elle te permet d'avoir l'intégralité des fonctions en accès direct. Et notamment, alors un point qui est intéressant, c'est qu'on a la touche Lens. Là, quand tu appuies sur la touche Lens, tu vas avoir accès à l'ensemble des fonctions motorisées de l'optique pour corriger la hauteur, corriger l'installation à droite à gauche, le focus et le zoom. Tu n'as pas besoin de le redescendre de la potence. Ou tu n'as pas besoin de monter sur un escabeau. Un escabeau. Moi, 2 vu ma taille. Voilà, pour arriver directement en haut. C'est merveilleux. Bah, écoute, c'est vachement bien. De toute façon, Nicolas fait plein de petites images. Alors, tu vas rappeler la référence du produit, son tarif, et il est en vente, le bestiau, ou pas? Alors, c'est un produit qui est en vente depuis une semaine, qui s'appelle le W5800 et qui est commercialisé au prix de 4 990 €. Et qui fait du cinéma. Et qui fait du cinéma, et qui le fait bien. Avec du laser, du DLP, du DMT. Et en plus, l'expérience de BenQ, parce que quand même, ça fait combien de temps que vous faites des vidéoprojecteurs, vous? Ah bah nous, ça fait 40 ans qu'on fait des vidéoprojecteurs, ça fait 20 ans qu'on vend des vidéoprojecteurs sous la marque BenQ. Bah, c'est pas de l'expérience, ça. Charles, ça a été un régal, parce que c'est vachement bien que tu sois là, comme ça, on peut discuter avec les gens qui nous regardent, et avec Nico qui est là, et Luc. C'était vraiment génial de faire ce grand déballage avec toi. C'est un beau bestiau. Hein. Bah, alors attention, moi je me mets côté consommateur. Faites gaffe, celui-là, il est large. Quand vous allez l'acheter, prévoyez sur l'endroit où vous allez poser, il est large celui-ci. Il y a du coffre. Hein. Alors, mais tu vois, il est large, mais il est peu profond et il ne fait même pas 13 cm de haut. Donc finalement, il est extrêmement compact, même s'il est effectivement un peu large. Tout ce que je vais te dire, tu vas dire que de toute façon, non, il est large et il est très mignon. Voilà. Merci. Il n'y a pas de mal. Merci, à bientôt pour un nouveau grand déballage sur Média YouTube, sans vidéo.com avec plein de choses. On a plein de trucs qui arrivent, vous ne pouvez pas savoir. Vous allez vibrer de partout. Nous d'abord.